Merci beaucoup d'être avec nous. Grandir ensemble, on va voir de quelle manière, comment. Bienvenue. Le titre de cette table ronde, c'est « Continuer les transformations nécessaires malgré le ralentissement macroéconomique ». Et je pense que c'est intéressant. Alors prenez les micros, n'hésitez pas. L'idée, c'est d'abord de planter le décor et de voir un petit peu où on en est. Et je voudrais solliciter Denis et Thierry sur Denis d'abord, parce qu'il y a des indicateurs de la situation, de la performance. C'est les délais de paiement, les défaillances. Il y a beaucoup d'indicateurs qui peuvent nous donner la vision de ce qui nous attend. Donc, quelques éléments sur ce contexte macroéconomique. Denis Ferrand. Merci beaucoup pour votre invitation. Sur le contexte macroéconomique, on a sorti la semaine dernière nos prévisions. Et on les actualise tous les trimestres. Et on a intitulé les prévisions « Tempête sous une mer d'huile ». Parce qu'on a une situation qui est très ambiguë, c'est-à-dire qu'il y a des turbulences dans tous les sens, qu'elles viennent des États-Unis, qu'elles viennent de Chine, qu'elles viennent de l'Allemagne. Attention, la transformation de l'Allemagne, au réveil de l'Allemagne va être très rapide et à un moment où nous passons en somnolence. Donc il y a beaucoup de turbulences actuellement. Et pour autant, quand vous regardez les indications macroéconomiques, elles sont relativement bonnes puisque Thierry parlera après et on partage le même constat sur les défaillances d'entreprises. On voit bien qu'on est sur un pic ou peut-être même sur un plateau et dont on ne voit pas véritablement s'amorcer la descente très rapidement ou en tout cas très, très, très vivement. Donc sur la situation, la sinistralité des entreprises, on est sur un niveau très élevé. Mais pour autant, sur l'activité économique, il n'y a pas de franc ralentissement. Il y a une économie qui est molle, mais en tout cas à laquelle il faut s'habituer, parce que le rythme de croissance spontanée de l'économie française, c'est 1%. Et on fera 0,8%, 0,7% en 2025, à peu près la même chose en 2026, à peu près les ordres de grandeur auxquels on peut s'attendre. Mais ce qui est surtout très important, c'est de regarder ce qui fabrique cette croissance. Et cette croissance, elle a un énorme défaut, c'est qu'elle ne repose pas sur de l'engagement. Ce qui vient à manquer actuellement dans la dynamique macroéconomique, c'est le déficit d'investissement. Depuis maintenant 2 ans, l'investissement des entreprises est parti à la baisse. C'est pas une baisse, c'est pas une chute, hein. C'est une érosion lente. Et là-dessus, il y a quand même un poids du politique qui est quand même assez important. Pour l'anecdote, je vais vous donner une illustration. Nous faisons une enquête auprès de 5000 patrons de PME, TPE avec l'aide de BPI France. On en a 1200 qui répondent à notre questionnaire. On le fait chaque trimestre. Et nous avons eu la chance, entre guillemets, de faire cette interrogation entre le 21 août et le 3 septembre. Le 25 août, discours de Bayrou. Et donc, on a regardé comment les entreprises ont répondu avant et après. Avant, vous aviez 60% des patrons de PME qui disaient reporter ou annuler leur décision d'investissement. C'est déjà une proportion qui est énorme. Après, on était passé à 76%. Donc les décisions des entreprises ne sont pas isolées du comportement de l'environnement de politique économique. Et il y a ça a été très bien expliqué par Patrick Martin tout à l'heure, il y a une exigence d'un discours politique qui soit quand même cette fois-ci un peu plus fondé sur des réalités économiques, parce que la situation n'est pas mauvaise, on n'est pas aux abysses, on n'a pas de perte d'emploi actuellement, mais c'est une situation qui manque fondamentalement de mollesse et qui fait preuve principalement de mollesse et dont on ne voit pas, dont on pressent bien que la situation politique peut la faire flancher, la faire basculer dans une situation qui serait beaucoup plus désagréable. Donc il y a un devoir d'exigence. Cette problématique cette frilosité face aux incertitudes politiques, c'est complètement logique, hein, finalement, ça inquiète tout le monde. Comment ça a évolué dans le temps? Parce que vous avez justement, au travers de cette étude, là vous parlez d'un plateau, mais quelle est l'antériorité finalement de cette tendance? Et malgré tout, un plateau, c'est un peu inquiétant. Donc vers où on va vis-à-vis de cette situation? Sur la partie de défaillance des entreprises, oui, on est sur un plateau, et pendant longtemps, on s'est rassuré en se disant qu'on a une montée des défaillances qui n'est jamais qu'un rattrapage de celles qui ne sont pas intervenues pendant la période du Covid. Et c'est vrai que ça a joué.
Mais quand vous regardez finement les statistiques de la balance des paiements, vous vous rendez compte que la taille moyenne des entreprises qui sont défaillantes aujourd'hui est plus importante que celle que l'on connaissait avant le Covid. Et désormais, avec le cumul des défaillances que l'on connaît depuis 2023 jusqu'à maintenant, on a dépassé le moment où on est sur du rattrapage. Donc on est en train d'aller au-delà du rattrapage. Des entreprises qui en fait ont tenu jusqu'à ce qu'elles le pouvaient, eh bien ont tenu, mais maintenant sont en train de lâcher. Donc on est quand même dans une zone qui est extrêmement fragile, qui voit une complexité nouvelle apparaître, c'est les taux d'intérêt. Parce que la montée des taux d'intérêt du côté de l'État aura des conséquences sur les conditions de financement des entreprises. Et donc, cette contrainte qui n'existait pas véritablement et qui a permis à des entreprises de rester en vie pendant longtemps, cette circonstance-là est en train de s'effacer. Donc, c'est quand même un énorme point de vigilance. Et puis, plus largement, un élément qui m'interpelle beaucoup, c'est qu'en général, on dit les processus de défaillance, il y en aura toujours, de toute façon. Il y aura toujours des défaillances d'entreprises, mais l'essentiel, c'est qu'on ait un renouvellement du tissu économique et qu'en gros, les entreprises qui se créent soient plus efficaces que celles qui disparaissent. Or, ça n'est pas le cas. Quand il y a eu un travail très intéressant qui a été sorti par l'INSEE récemment, qui regarde les niveaux de productivité des entreprises sortantes et des entreprises entrantes dans le tissu économique. Eh bien, malheureusement, la productivité n'est pas supérieure dans les entreprises entrantes que dans les entreprises sortantes. Donc, ce qui fait la dynamique d'une économie, c'est certes sa croissance interne, mais c'est aussi le renouvellement du tissu. C'est le fait que les PME se transforment et soient de plus en plus efficaces. Eh bien, ce second levier d'efficacité macroéconomique globale, ce second levier de croissance n'est malheureusement plus au rendez-vous, et c'est peut-être ça qui est un point au-delà de la seule conjoncture, un point structurel fondamental qu'il faut regarder. Vous disiez, quand on a préparé, que les problématiques de recrutement qui étaient avant au premier plan, elles sont passées au second plan. Il y a une inquiétude de fond. Thierry, vous êtes très bien renseigné dans votre structure, puisque vous êtes partenaire de Dun & Bradstreet. Alors, quand on discutait off de la problématique, de double problématique de la facturation, du paiement, du délai de paiement, et c'est quelque chose que vous expliquez particulièrement bien. Alors d'abord, puisque vous ne le voyez pas, je vais vous apporter une info, c'est qu'on a en face de nous un timecode avec un compteur qui tourne, enfin des lumières qui tournent, et au milieu, donc le timecode il reste bloqué à 0. Un peu comme si le temps passait, mais que la croissance elle restait à 0, elle était bloquée. Alors c'est un peu pareil ici sur les factures, Pierre. Nous avons évidemment une situation qui est très inconfortable, dont maintenant je vais essayer de donner des chiffres un peu plus rassurants. Effectivement, nous sommes sur un plateau de défaut et nous sommes aussi sur un plateau de retard de paiement historiquement élevé. Il n'y a jamais eu autant de faillites. Sur les 8 premiers mois, nous avons 35 semaines. En 35 semaines, on a eu 35 défauts de TI. Une TI tombe chaque semaine. C'est évidemment non seulement record, mais c'est insupportable en termes d'emploi, c'est insupportable en termes d'environnement local. Une entreprise locale, PME qui tombe, c'est important sur le maillage, mais c'est encore évidemment plus redoutable lorsque c'est une ETI. Donc le contexte, évidemment, de ce point de vue-là, malheureusement pas en voie de retournement favorable. Si on regarde du côté des PME et des TPE, la situation est moindre, mais cette population-là, c'est plus de 90% des structures qui tombent. Des structures qui tombent avec en moyenne 4 emplois. Voilà. Donc on va finir l'année aux environs de 68 000 défauts, x 4, vous voyez que ça fait du bruit. Pour autant, peut-être que sur le mois de juillet, août, alors août c'est un mois de vacation judiciaire comme on dit, donc les chiffres sont moins élevés. Il n'empêche que lorsqu'il y a des gros dossiers, les tribunaux restent toujours ouverts pour évidemment les traiter. Nous avons sur juillet-août des chiffres qui sont quasi flat par rapport à l'année dernière. Alors, je préférerais qu'il soit à moins 15. Mais ça montre que le plateau que nous observons depuis la fin de l'année 2024 et surtout depuis le début de l'année 2025 est un plateau qui nous amène désormais à une situation qui est proche du zéro. Septembre n'est pas fini,
mais sur les premières 2 semaines de septembre, on est à ce stade dans le vert. Ça ne suffira pas pour retomber sur ce que notre économie peut accepter au regard de la taille de sa population d'entreprise, c'est-à-dire environ 55 000 défauts. On sera encore bien au-delà des 10 000 de trop. Il n'empêche qu'apprécions cette orientation-là. Il y a effectivement, bien sûr, un point qui consiste à observer que non seulement ce sont des grands, mais on a quand même un peu abusé sur l'idée de c'était normal que ça tombe parce que c'était post-Covid, les entreprises n'arrivaient pas à rembourser la dette. Bon, il y a un moment, il faut quand même s'occuper aussi de cette structure-là qui était fragilisée. Ensuite, il y a la question des paiements, évidemment. Pacte PME a en place une surveillance régulière et pas de façon coercitive, c'est une surveillance visant à s'améliorer avec notamment, donc du coup, le guide remarquable qui a été produit. Depuis que nous avons le plaisir de faire cette analyse avec François, on observe 2 choses, une très bonne et une qui doit être encore améliorée. Celle qui est très bonne, c'est que les adhérents Pacte PME se comportent mieux que les structures qui leur ressemblent et qui ne sont pas adhérentes. Voilà. Donc si vous travaillez avec des adhérents de Pacte, vous avez une plus forte probabilité d'être payé à l'heure. En revanche, subsiste un point qui devient très problématique, évidemment. C'est que si c'est vrai au global, le diable se niche dans les détails parfois. Et donc, lorsqu'on regarde la distribution des paiements selon la taille de l'encours, la régularité du fournisseur, c'est vrai qu'il y a encore des efforts à faire sur les fournisseurs one-shot ou irréguliers et sur des petits montants. Pour autant, là aussi, nous avons sur l'été un frémissement d'amélioration. Alors je suis prudent parce que c'est vraiment pour le coup à l'épaisseur du trait 2 chiffres après la virgule, mais quand même. Août s'améliore, mais c'est août, donc il n'y a pas énormément de volume, donc moyen de volume, moyen de risque de défaut quand même. Il n'empêche que là aussi, la perspective est portée, accélérée par la facturation électronique, je pense. Même si l'exemple italien montre qu'après l'avoir mise en place en B2B en 2019, le fait est que c'était juste avant le Covid, donc acceptons l'idée que la mise en œuvre ait été rendue compliquée. Il demeure qu'aujourd'hui, ça n'a pas d'effet très visible sur l'accélération des paiements, sur le retard des paiements. Vous avez des chiffres qui sont très impressionnants entre de lien entre le délai de paiement qui est trop long et les faillites, enfin les défaillances ou les dépôts de bilan, pardon. Naturellement, lorsqu'une entreprise tombe, c'est faute de cash, faute de clients, faute d'argent pour faire simple. Et donc, lorsque cet argent, il devrait être chez vous, mais qu'il est resté coincé chez le ou les clients, c'est évidemment compliqué. Dans une conjoncture comme nous l'avons aujourd'hui, les situations financières sont quand même très tendues sur une entreprise au bilan fragile. Avoir des paiements, c'est avoir un risque de faire défaut à cause de ce paiement qui est en retard, multiplié par 4. 2 entreprises qui se ressemblent, avec un bilan déséquilibré, enfin insuffisant du fait d'une conjoncture aujourd'hui. Celle qui a des retards fera faillite, celle qui n'a pas de retard tiendra, difficilement, mais elle tiendra. Et puis, c'est d'autant plus vrai, évidemment, que vous avez des engagements avec des gros acteurs. D'abord, il ne faut pas se raconter d'histoire. Les PME savent mal se payer entre elles. Elles n'ont pas besoin des grands comptes, qu'on soit clair. Mais pour autant, lorsqu'on paye, évidemment, lorsqu'on est mal payé par un grand compte, c'est parfois sur des encours importants. Et pour être bien payé, il faut émettre des factures qui sont conformes. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument vital. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai quand même grand espoir avec la facturation électronique. Les experts comptables sont très accompagnants auprès de leur public. Ils voient bien évidemment que le niveau de préparation est très insuffisant. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais le fait est que aujourd'hui, lorsque un grand acteur ne paye pas, c'est rarement parce qu'il le fait exprès.
en fait, il ne veut pas payer en retard. En revanche, il ne fait pas assez d'efforts pour payer à l'heure. C'est un autre exercice. Là, avec la facturation électronique, le prétexte d'un défaut de conformité dans la rédaction de la facture, normalement, ne sera plus opposable puisque chacune des factures est censée être conforme. Donc voilà, je pense que c'est pour le coup une transformation immédiate nécessaire. Mais encore une fois, il faut de l'argent pour faire ça. Et donc ce serait quand même dommage que nous nous privions de cette étape fructueuse, juste parce que nous avons une situation globale qui ne permet pas de faire entrer l'argent comme on le souhaite. Alors Tanguy, on l'a compris tout à l'heure, merci beaucoup. Vous allez nous parler de décarbonation. Qu'est-ce que... Finalement, c'est une des transformations qui est absolument nécessaire. Elle est vraiment nécessaire. Est-ce que c'est pas un peu luxueux de se décarboner quand on est dans un plateau comme ça, que c'est très anxiogène? Ou, enfin, voilà, est-ce que c'est une préoccupation de premier plan pour une PME? Alors, je renvoie au quiz de tout à l'heure. Non, sur l'aspect, effectivement, donc c'est la décarbonation est une des transformations nécessaires d'un point de vue purement économique, et ça je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus pris en compte dans les modèles. Voilà, on a vu la BCE, on a vu la Cour des comptes française, la Cour des comptes européenne, qui est d'ailleurs dont le président peut-être notre Cour des comptes se dirige et travaille également sur le sujet. Concrètement, aujourd'hui, le sujet de la décarbonation, est un sujet fondamentalement économique. Et aujourd'hui, quand on discute d'un point de vue plus micro avec les PME françaises sur le terrain, effectivement, la question que beaucoup posent, surtout en cette année 2025, mais c'était déjà un petit peu le cas en 2024, compliqué, où il y a certains secteurs d'activité qui sont en difficulté, des PME qui parfois doivent vraiment rationaliser dans les dépenses. Quel est le business case de la décarbonation? Quel est finalement le ROI d'une démarche RSE et notamment de cette transformation nécessaire de la décarbonation? Et on en discutait ce matin avec les grands comptes qui participent à l'Alliance Pacte PME pour la décarbonation. Aujourd'hui, il y a d'abord un levier évident du financier. Et ça, je pense que c'est important. Les banques françaises et aussi les fonds d'investissement l'ont compris et de plus en plus mettent en place pour elles-mêmes finalement leur propre politique de décarbonation impulsée par la BCE, par les acteurs qui régulent les acteurs financiers, demandent à leurs clients, aux PME ETI françaises ou à leur participation pour les fonds d'investissement d'engager une démarche de décarbonation et avec plutôt que le bâton, potentiellement la carotte. Et donc avec par exemple des taux qui vont être réduits si on atteint des objectifs de décarbonation, donc avec des produits financiers comme les prêts impact, comme les prêts décarbonation. Donc toutes les grandes banques françaises aujourd'hui l'ont mis en place, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale, voilà, je vais toutes les citer. Concrètement, ça, ce que ça veut dire pour une PME française, c'est que la décarbonation peut leur permettre d'avoir accès au crédit, à un crédit moins cher. Voilà, donc ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête pour aligner les intérêts des banques avec le tissu économique et notamment les PME ETI. Et c'est vrai aussi pour les fonds d'investissement qui, en général, dont les actionnaires, ce qu'on appelle les LP, sont elles-mêmes les grandes banques ou en tout cas des grandes institutions financières. Et donc, concrètement, ça c'est vraiment très important. Et évidemment, il y a aussi l'intérêt du ROI par rapport à son client. Et donc par rapport aux donneurs d'ordre grands comptes, mais pas que grands comptes, les PME échangent entre elles évidemment, comme ça a été rappelé. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que finalement, pareil, on aligne les intérêts. Une démarche de décarbonation pour un grand compte, ça répond à un certain nombre d'objectifs. Et comment embarquer ces fournisseurs et comment s'assurer que finalement ça suive dans ce qu'on appelle le scope 3, c'est notamment en poussant ces fournisseurs à agir. Et donc là encore, on est plutôt sur une approche aujourd'hui de la carotte que du bâton, mais c'est finalement se dire, comment on va faire en sorte pour que telle PME
elle va mettre en place une démarche de décarbonation, elle va avoir des chiffres à donner, un bilan carbone, un plan d'action, elle va avoir une trajectoire avec des résultats concrets, moins X% par an. Et grâce à ça, elle va pouvoir éventuellement, et nous on a des retours, c'est du concret, tous les jours de clients PME qui nous disent « Ah ben regardez, depuis que j'ai fait ça, depuis 2 ans, là j'ai réussi à faire rentrer Accor parce que c'était important dans leur politique de décarbonation. J'ai réussi à garder tel client alors que j'étais pas sûr de le garder. Et ils ont mentionné notamment le fait que j'étais avancé sur la décarbonation. Donc c'est vraiment du concret. Les PME, je pense, en sont conscientes. Maintenant, il faut les bonnes solutions et on en discute évidemment dans le cadre de l'Alliance Pacte PME pour arriver à en engager plus. Il y a une question de prix, il y a une question de comment aussi présenter la démarche comme une démarche fondamentalement héroïste, en tout cas avec un levier économique et non pas uniquement, même si c'est évidemment important, pour les aspects éthiques et par rapport à toutes les conséquences négatives du changement climatique qu'on peut avoir en tête, mais aussi pour des raisons purement économiques. Donc finalement, on n'a pas vraiment le choix. Il va falloir s'y mettre quoi qu'il arrive. Michel Attier, une autre transformation, c'est le digital. Enfin, vous pouvez tout à fait nous donner votre vision sur les différents sujets, mais c'est ce qui vous touche particulièrement. Et je savais que vous alliez me passer la parole sur le plus compliqué maintenant. Merci, c'est gentil. Moi, je reviendrai peut-être sur ce qui a été dit, où je suis bien entendu d'accord avec tout ce qui a été dit, mais moi, ça fait plusieurs décennies que je fais ce métier de consultant, et ce qu'on voit, c'est que avant les crises, elles étaient dues à un événement majeur. La crise du pétrole, le Covid, etc. Il y avait vraiment des éléments identifiés. Évidemment, il y avait en cascade des conséquences. Mais ce qui a changé depuis 2-3 ans, c'est que c'est multifactoriel. Il y a à la fois les événements internes, la stabilité de notre gouvernance, on va dire, par exemple, mais aussi les guerres à l'étranger, les taxes dans les différents pays qui changent tous les matins. Et donc, en fait, ce rythme de changement, ce niveau de perturbation est de plus en plus important. Et je pense, pour rebondir sur ton plateau, que ça va continuer, hélas. C'est-à-dire qu'il va falloir que nos politiques arrivent à nous trouver quelques éléments stables, qui soient fiscaux, 2-3, ou du droit du travail, 2-3 éléments stables pour qu'on puisse construire, mais de toute façon, on va être soumis de plus en plus à un rythme d'adaptation extrêmement élevé. Et donc, il y a évidemment la partie verte, mais il y a aussi, avec cette partie développement durable, le contexte social. Je pense que nous, PME, PMI, on doit aussi penser à procurer de l'emploi à toute la société et pas seulement aux gens qui sortent des grandes écoles. On doit aussi intégrer l'intelligence artificielle dans tout ce qui va se produire sur tous nos métiers. Nous, ça fait 3 ans qu'on travaille sur ces sujets-là. On a plein de cas concrets chez nos clients, y compris dans le secteur public, qui prennent en main ce sujet-là parce que ça va être un facteur transformant extrêmement important. Et puis, n'oublions pas nos nouvelles façons de travailler avec beaucoup de télétravail. Et puis, la génération YZW qui arrive, et nos jeunes consultants, on a aussi beaucoup de mal, comme vous tous, à bien comprendre ce qui peut les motiver. Donc, c'est tous ces facteurs-là qu'il faut essayer d'intégrer dans notre façon de manager au quotidien et dans les décisions qu'on peut prendre. Donc, évidemment, il faut trouver la vraie vocation de son entreprise et puis à partir de là, essayer de construire, mais d'être agile aussi. C'est-à-dire que si on voit que sur le recouvrement des factures, il y a un peu une alerte, parce que même si on a automatisé les factures, à mon avis, ça ne va pas aller tout seul, il faut tout de suite entreprendre une action. Si on sent qu'il y a une opportunité pour profiter d'un créneau sur la partie financement d'un développement durable intéressant, il faut y aller. Il faut faire une nouvelle offre et y aller. Voilà. C'est comme ça que nous, on essaie de s'adapter à ce niveau de transformation qui va devoir être important pour toutes nos entreprises. Alors nous, on est une entreprise de conseil, donc forcément, on est confronté en tout premier aux questions qu'on peut nous poser, mais voilà, c'est ce qu'on essaie aussi d'inculquer chez nos clients. Et le métier de conseiller en management, il y a 30 ans, je ne dirais pas plus, parce que voilà, on jouait essentiellement sur l'organisation des entreprises. Aujourd'hui, on joue sur tous les leviers. On joue sur la façon de travailler, on joue sur, évidemment,
les sources que l'on peut trouver pour améliorer l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement. On travaille sur le fait d'intégrer socialement des gens qui n'ont pas eu la même chance que nous peut-être, parce que dans les appels d'offres aussi, notamment publics, c'est un levier, donc on nous incite à le faire. Mais on travaille aussi en étant prospectif sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut nous amener. Après la vague de digitalisation des années 2010-2020, on est aujourd'hui non plus à automatiser des activités, mais à les repenser complètement. Et pour le coup, moi je pense qu'on n'est qu'à la veille des grands chamboulements qui vont avoir lieu, mais pour ça, nous allons devoir adapter nos façons de travailler, nos organisations internes, mais aussi les produits et les services qu'on va délivrer à nos clients, parce qu'on est tous fournisseurs et clients les uns des autres pour différents sujets. Et voilà, c'est en 2 mots là la vision de la transformation qui n'est pas une contrainte, hein, c'est une nécessité absolue pour nous. Sinon, demain, on sera peut-être pas là pour en parler. L'intelligence artificielle fait partie des facteurs un peu anxiogènes. Hein. Tout le monde observe ça. Il est nécessaire. Là, vous avez accompagné des entreprises sur cet axe-là. Peut-être avant de conclure, c'est quoi le réflexe, la démarche ? Il y a 3 ans, on a commencé à parler d'intelligence artificielle à des gens qui se demandaient c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Donc, il y a 3 ans, on animait des séminaires de direction de très très grandes entreprises comme de toutes petites, et on sensibilisait le management à ce qu'on allait pouvoir faire avec ça. L'année dernière, on a commencé à faire des POC pour voir un peu concrètement ce qui allait se passer. Et en 2025, on est dans une phase d'industrialisation. Alors évidemment, il y a peut-être moins de marge budgétaire qu'il pouvait y avoir il y a 2 ans, mais c'est indispensable. Il faut choisir en fait la bonne façon d'y aller, mais de toute façon, il faut y aller. D'accord, c'est plus un choix. Il faut vraiment y aller. Aujourd'hui, je pense que dans un certain nombre de vos entreprises, si vous n'avez rien mis en place, je suis sûr que vous avez des collaborateurs qui utilisent ChatGPT ou autre chose sur leur portable sans que vous le sachiez. Donc c'est une faille de sécurité énorme. Les gens qui s'occupent de sécurité pourront en témoigner. Et donc, de toute façon, vos collaborateurs l'utilisent déjà ou vont continuer à l'utiliser. Donc de toute façon, on n'a pas le choix. D'accord ? C'est indispensable. Après, il faut maîtriser la bête. Et donc, il faut apprendre, comme tout nouvel outil, à s'en servir, à le maîtriser, à le gérer, à le dominer et en faire ce que vous souhaitez en faire et non pas subir une plateforme technologique dont vous ne maîtriserez pas le but. L'idée, c'est vraiment de prendre le contrôle de ce qu'on peut faire avec ces outils. Les outils, ils évoluent tous très très vite, mais il faut vraiment se dire, par rapport à mes métiers, comment je vais pouvoir utiliser l'intelligence artificielle demain en interne, mais aussi vis-à-vis de mes clients. Et une fois que vous avez bien défini ça, vous pouvez choisir des plateformes technologiques et surtout ne pas vous enfermer sur un sujet technologique précis. Parce que ça bouge très très vite. Tous les moteurs d'IA se font concurrence et vont de plus en plus vite et font de plus en plus de choses. Et donc aujourd'hui, c'est un sujet en tant que tel dans toutes les entreprises. Parfois, ce sont les DSI qui s'en emparent, parfois les métiers. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet de patron d'entreprise pour moi parce que c'est extrêmement transformant. Merci beaucoup à vous 4.